Bonjour Nicolas Barotte. Bonjour. Merci d'être avec nous, correspondant défense du Figaro. Vous analysez dans le Figaro ce matin justement les différents scénarios d'une implication américaine. C'est vrai que c'est la question que tout le monde se pose. On vient d'entendre Donald Trump, c'était hier à la Maison Blanche. On ne sait plus vraiment d'ailleurs s'il faut parler, Nicolas, d'une intervention possible, probable, imminente, illusoire. C'est vrai qu'il souffle le chaud et le froid. Donald Trump, il joue en réalité avec les nerfs de tout le monde. Bien sûr, c'est la première intention. C'est que avant même de penser avoir un effet militaire, de s'engager, faire peur, envoyer des messages de préparation, de capacité, ça peut être suffisant pour décourager un adversaire. Donc là, on voit bien que dans les déclarations de Donald Trump et même dans les mouvements militaires, les déploiements, que ce soit le porte-avions qui se rapproche de la zone, les avions qui sont déployés dans la région, c'est pour montrer aux Iraniens que les Américains sont prêts à intervenir si nécessaire, si besoin. La décision ne sera prise qu'au dernier moment, mais le signalement politique, il est déjà assez fort et ça peut avoir un effet en tant que tel. Pour l'heure, en tous les cas, les États-Unis soutiennent évidemment Israël diplomatiquement, logistiquement, sans participer de manière directe aux opérations. Nicolas, c'est une décision qui pourrait évidemment absolument tout changer dans ce conflit. Ça peut tout changer parce que les Israéliens peuvent faire beaucoup, on l'a vu depuis le début de l'opération la semaine dernière. Ils ont le renseignement, ils ont l'infiltration, ils ont la suprématie aérienne, mais c'est vrai qu'il leur manque une chose, c'est cette fameuse bombe GBU-57 dont on parle beaucoup, qui est la seule capable de percer en profondeur les infrastructures du programme nucléaire iranien à Fordo. Et donc si les Israéliens veulent aller au bout de leur logique, s'ils veulent vraiment détruire toutes les installations, il leur faudra au final ce moyen militaire dont on ne dispose pas. À ce stade, en tous les cas, quel est l'état des lieux sur place? Vous l'avez dit, les États-Unis ont envoyé des renforts. Tout semble prêt en réalité pour une intervention qui pourrait être imminente. Alors, tout est prêt, c'est-à-dire que les Américains ont renforcé leur capacité de défense de leurs propres emprises. Alors, ils en ont beaucoup dans la région, en Irak, dans les pays du Golfe, pour être prêts en cas d'attaque éventuellement. Avec également des porte-avions et puis des avions ravitailleurs qui sont sur place, qui sont en tous les cas à proximité immédiate. C'est ça, le point essentiel, ce sont ces avions ravitailleurs, parce que pour organiser un raid aérien qui peut commencer en fait de n'importe où, c'est que les bombardiers B-2 qui emportent cette bombe chez GBU-57, ils peuvent décoller des États-Unis et faire le trajet jusqu'en Iran sans difficulté, du moment qu'ils sont ravitaillés durant leur trajet. Donc ces ravitailleurs sont positionnés en Europe, dans les pays du Golfe. Et c'est ça qui permettra d'organiser le raid ensuite et de frapper si besoin. Donc les Américains ont prépositionné ces moyens pour pouvoir intervenir si jamais la décision est prise. Qu'est-ce qui pourrait justement, selon vous, Nicolas, à ce stade, empêcher une intervention militaire américaine? C'est vrai qu'on le sent quand même dans les différentes déclarations, dans ces renforts qui sont envoyés, que quand même le président américain, il semble s'approcher du point où les États-Unis vont s'engager militairement auprès d'Israël. La fenêtre d'opportunité, elle est quand même assez favorable parce que la maîtrise du ciel israélienne fait que c'est sans risque pour les Américains. Pour l'opération, le problème, il est politique et les conséquences à long terme de plusieurs choses. C'est déjà frapper Fordo, ça ne veut pas dire qu'on a totalement résolu la question du programme nucléaire iranien. C'est un peu plus complexe dans le sens où il y a du savoir-faire, on peut toujours reconstruire, donc c'est jamais définitif. Et par ailleurs, il y a ensuite l'escalade qui peut s'en suivre. C'est que si les Américains décident de s'engager sur cette voie-là, les Iraniens peuvent aussi riposter et essayer de frapper des emprises américaines dans la région, avec des risques de perte on ne peut pas maîtriser. Il n'y a pas de garantie à 100% que les Américains seront épargnés. Et ensuite, parce que la riposte iranienne, elle peut aussi se faire sur d'autres terrains, que ce soit du terrorisme ou d'autres choses. Donc il y a bien un problème de maîtrise de l'escalade. Et Donald Trump n'est quand même pas très favorable, a priori, à aller dans une escalade militaire. Il a construit son discours sur « je vais imposer la paix ». Si au bout du compte il fait la guerre, c'est à l'inverse. C'est effectivement l'un de ses engagements de campagne, l'un de ses engagements extrêmement forts. Et il y a un grand clivage qui est en train de s'installer aux États-Unis. Effectivement, faut-il ou non intervenir? Vous avez évoqué le site de Fordo, qui est l'un effectivement des grands sites d'enrichissement de sites nucléaires iraniens. Concrètement,
ces installations, vous dites donc qu'il faut cette bombe américaine, cette sorte de méga bombe. Ces installations, comment ça se passe sur le terrain? Elles sont enterrées, elles sont fortifiées à de très grandes profondeurs, c'est ça? C'est ça, c'est que justement pour protéger son programme nucléaire, l'Iran a décidé d'installer son principal site d'enrichissement de l'uranium dans une montagne de granit en profondeur, plusieurs dizaines de mètres en profondeur. Et c'est ce qui fait que c'est si difficile à atteindre. Exactement, ça rend le site naturellement très protégé, et il faudrait percer sur plusieurs dizaines de mètres pour espérer l'atteindre sans être totalement sûr des dégâts qui seront infligés. Donc oui, l'Iran a bien conçu son programme pour le protéger. Israël seul n'a absolument aucun moyen de les atteindre, ces sites. Non, en fait, c'est vraiment très compliqué. Les bombes israéliennes ne sont pas assez puissantes a priori. Il faudrait quasiment une opération au sol pour pouvoir s'infiltrer et toucher. On voit bien que c'est très très compliqué et que la solution la plus simple entre guillemets, c'est cette bombe, plusieurs bombes même, pour détruire l'installation, ses accès en profondeur. Oui, parce que cette bombe-là, cette GBU-57, si je ne me trompe pas, en réalité, même elle, à elle seule non plus, ne suffirait pas à aller chercher. Il faudrait plusieurs, c'est qu'il faudrait... mais si les Américains décident d'un raid, ils peuvent envoyer 2, 4 bombardiers B-2 qui emportent ces bombes, en larguer une dizaine, et avec un tel bombardement, probablement que le site serait détruit ou irrécupérable. Et cette fameuse bombe d'ailleurs, hein, la voici en 3D, une bombe qui fait je crois 6 mètres de long, 14 tonnes, et qui est donc capable de percer en profondeur, je crois que c'est une épaisseur de 60 mètres de granit et d'acier avant d'exploser. Oui, c'est ça. Ouais. C'est aussi gros qu'un avion en fait, toute cette bombe, donc pour s'imaginer la taille, et donc si elle perce une première fois à 60 mètres, une deuxième fois, une troisième fois, voilà, on peut atteindre en profondeur les installations de Fordo, qui est le site le plus moderne, le plus récent du programme iranien. Pour comparer, Natanz, c'est beaucoup moins profond en fait. Et une bombe qui par ailleurs ne peut être transportée que par les bombardiers américains. C'est ça, les B-2 sont les seuls à pouvoir l'emporter, sont assez gros, assez puissants pour l'emporter. Ce qui est certain, c'est que cette guerre, il y a une guerre dans les airs qui va se jouer, c'est là que tout se joue en réalité. Oui, elle a même été gagnée en fait. C'est que les Israéliens, et c'est là leur grande force, ils ont réussi à détruire toute les défenses aériennes de l'Iran, et ils ont réussi, notamment grâce à leur raid d'octobre de l'année dernière. C'était en fait un raid préparatoire et qui a permis de détruire déjà beaucoup de défenses antiaériennes de l'Iran, de montrer à l'Iran qu'Israël était prêt. À partir du moment où la situation n'a pas évolué dans le sens où Israël l'aurait souhaité, ils ont pu mener ce deuxième offensive avec Rising Lion, qui a permis de détruire effectivement les défenses aériennes, d'ouvrir le chemin de l'espace aérien en Iran, et donc à partir de là, Israël n'était plus obligé de tirer des missiles de croisière à longue distance, très chers et un peu moins performants que des bombes à gravitation. Donc ils peuvent survoler tout bêtement les sites qu'ils veulent détruire et lâcher des bombes très lourdes, donc très puissantes. Vous avez abordé tout à l'heure, Nicolas, la question de la force de frappe iranienne. C'est vrai qu'Ali Khamenei, le guide suprême, a lui-même menacé directement Washington de représailles. Quelles sont aujourd'hui les capacités de riposte de l'Iran? Elles sont en fait assez faibles. C'est que les Israéliens disent que depuis l'offensive d'une semaine, les Iraniens ont tiré 400 missiles balistiques. C'est beaucoup pour un résultat en Israël qui est en fait très faible. Donc la menace elle est tout à fait gérable du côté israélien. Les Iraniens avaient construit leur dissuasion conventionnelle sur cette idée qu'ils pouvaient saturer les défenses du dôme de fer et Arrow des Israéliens, qu'à défaut d'avoir une navigation moderne et dissuasive, ils avaient une capacité balistique. Donc, les Russes, les Chinois les ont aidés pour construire ce programme. Mais ce programme balistique, en fait, on en voit aujourd'hui les limites. C'est que même s'ils ont un stock assez conséquent, on disait initialement qu'ils avaient 3000 missiles, aujourd'hui 1500, 2000. Il faut être prudent sur les chiffres, on n'est jamais certain. Ils en ont beaucoup, mais en fait, pas suffisamment pour que ça puisse représenter une menace dissuasive pour Israël qui veut jouer sa sécurité et qui est prête à prendre le risque
pour taper les Iraniens. Mais pour autant, Nicolas, les États-Unis préparent le rapatriement d'un certain nombre de ressortissants, en tous les cas le départ d'Israël. Est-ce que ça veut dire malgré tout qu'ils croient en cette capacité de riposte de l'Iran? On ne prend aucun risque. C'est que ce soit les Américains, mais d'autres pays, les Chinois, ont aussi annoncé le départ de leurs ressortissants. Voilà, en cas d'escalade, il faut faire partir les ressortissants des pays. Ça va permettre de limiter au maximum les risques. Parce qu'il n'y a pas de risque zéro, évidemment. C'est que les missiles iraniens ont quand même une puissance, une capacité. Et la défense aérienne israélienne n'est pas efficace à 100% non plus. On peut toujours avoir des missiles qui traversent. Avec malgré tout également un régime qui est largement ébranlé. Ils ont perdu notamment leur chef d'état-major, les Iraniens. Ça demande aussi quand même un certain nombre de questions organisationnelles dans l'organisation justement de la riposte. Ah ben bien sûr, c'était l'effet recherché par les Israéliens. C'est qu'en décapitant la hiérarchie militaire iranienne, ils ont déstabilisé la capacité de Téhéran à réagir et à réagir rapidement. Mais en même temps, il ne faut pas non plus penser que c'est irrémédiable. C'est que les régimes comme celui de l'Iran ont une capacité ensuite à régénérer leurs autorités. C'est qu'ils les remplacent, ils sont formés, ils sont prêts. Ils savent très bien que ce sont des cibles potentielles. Israël mène depuis des années des attentats ciblés contre les responsables iraniens. Donc en Iran, on sait que potentiellement on peut être la cible d'une opération. Mais on voit bien que la désorganisation est complète en Iran. C'est qu'il y a l'hiérarchie militaire, il y a les capacités balistiques qui sont entamées, et globalement, il y a une crise de confiance qui est installée. C'est que entre l'attaque des beepers contre le Hezbollah l'année dernière et l'opération qui a été menée la semaine dernière, je pense qu'en Iran, on pense qu'on est à l'abri d'absolument rien. Donc ça limite aussi la capacité du régime à pouvoir réagir. Et après, il y a un débat aussi en Iran sur est-ce qu'il faut escalader ou est-ce qu'il vaut mieux plutôt chercher une sortie de crise. C'est que pour l'Iran, il n'y a pas de solution militaire possible. On voit bien, on peut gagner du temps, mais il n'y a pas de possibilité de pouvoir décourager Israël de continuer. Donc il faut chercher à demander une sortie de crise, et c'est un peu du rattrapage entre les faucons du régime qui vont pousser à aller plus loin, de s'en prendre peut-être aux intérêts américains et autres, et d'autres plus raisonnables qui vont vouloir essayer de trouver une porte de sortie. Quel peut être en tous les cas le rôle des Européens dans ce conflit? Là aussi, les déclarations sont nombreuses depuis plusieurs jours. Emmanuel Macron d'ailleurs a d'abord dans un premier temps dit qu'il fallait que la France était prête à participer à la protection d'Israël, et puis ça c'était vendredi. Hier, il menace, en tous les cas il ordonne quelque part à Israël d'arrêter urgemment les frappes qui ne visent pas les sites nucléaires. Comment comprendre d'abord cette communication, et puis quel doit être notre rôle? Alors, il y a des intérêts européens dans la région. Pour ce qui est de la France, il y a une base au Levant, donc en Jordanie. Donc, on est présent. Les Britanniques aussi ont des intérêts. Et par ailleurs, on veut savoir ce qui se passe. Et pour savoir ce qui se passe, il faut avoir des moyens de surveillance, des avions, pour avoir une connaissance de la zone précise. C'est la première chose. Ensuite, il y a un soutien historique à Israël. On n'a pas intérêt à laisser les choses se dégrader, escalader. Donc, il faut plutôt éviter qu'en Israël, il y ait aussi des victimes qui pousseraient Israël à surenchérir. Le rôle des Européens, maintenant, il est assez limité parce qu'on a peu de moyens, on est spectateurs. Donc la seule chose qu'on pourrait dire, c'est essayer d'avoir un rôle de médiation, de négociation, parce que les Européens étaient les derniers à vouloir tenir l'accord du JCPOA, donc sur le nucléaire iranien, à essayer de le ressusciter, de le sortir, de poursuivre. On voit bien que là, les Américains ont dit il faut renégocier, les Iraniens n'ont pas donné suite, les Israéliens sont sur une autre logique. Est-ce que les Européens ont des leviers pour ramener tout le monde à la table de négociation? Objectivement, c'est peu probable, parce que là, la séquence aujourd'hui, c'est une séquence militaire qui est de dire on change l'équation, on change le rapport de force, et une fois qu'il a été modifié, ensuite, on peut discuter. Mais c'est pas encore terminé. Oui, séquence militaire, séquence extrêmement incertaine. Hier, Pékin d'ailleurs parlait du risque d'un conflit qui pourrait devenir incontrôlable, malheureusement difficile à ce stade de leur donner tort. Absolument, et surtout que tous les conflits sont liés et se répercutent. C'est qu'on sent bien que ce qui se passe au Proche-Orient a quand même une petite incidence sur la façon dont la Russie réfléchit à sa propre guerre, que les Chinois regardent ça
pas de façon totalement désintéressée, parce qu'eux-mêmes ont des objectifs quasiment militaires dans la région à moyen terme sur Taïwan. Donc on voit bien que la maîtrise de la violence, elle serait nécessaire, mais là, elle est impossible. Et donc, tout le monde un peu s'inquiète de l'embrasement et de la contamination des conflits. Et tout cela dépend évidemment des intérêts également des uns et des autres dans cette région. Merci beaucoup Nicolas Barotte. On vous retrouve dans le Figaro ce matin, tous les jours également, bien évidemment, sur le Figaro.fr, avec notamment cette analyse que vous publiez ce matin sur le rôle, sur l'implication possible des États-Unis dans ce